Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Nomination et l'agence Aréci. Bienvenue à tous. On va démarrer tout de suite et vous souhaiter tout d'abord la bienvenue, vous permettre de régler les derniers détails techniques et puis on va parler donc ce matin ensemble ABM et se poser la question, est-ce que c'est pas vraiment aujourd'hui, maintenant, le bon moment de préparer son plan d'action ABM et de changer de stratégie pour vraiment se concentrer sur les comptes qui comptent. Je me présente en une phrase, donc je suis Laurent Olivier, un des directeurs associés de l'agence Aréci au sein du groupe EPOCA, donc agence 100% dédiée aux enjeux B2B avec une vraie spécialisation et de nombreux cas sur le B2B. Pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir d'être accompagné de Benoît. Bonjour Laurent, merci de ton accueil. C'est un plaisir d'animer ce webinaire sur un sujet aussi sympa que l'ABM. Donc moi je travaille chez Nomination. Nomination, on est producteur de données premium en B2B, donc sur les entreprises et les personnes clés au sein de ces entreprises. Et donc on est amené à collaborer assez souvent avec les équipes d'Aréci pour alimenter finalement tous les programmes marketing avec de la data premium pour rendre tous ces programmes le plus efficaces possible. Et donc, voici l'agenda, Benoît, qu'on a préparé ensemble. On va d'abord faire un petit résumé sur les fondamentaux de l'ABM, puis on va se plonger sur la période actuelle et pourquoi aujourd'hui il faut voir les choses un petit peu différemment et quelles sont les nouvelles exigences qu'il faut s'imposer. Puis, on va partager avec vous les clés pour déployer son approche ABM. Et enfin, on terminera par des questions-réponses que je vous invite à nous poser à droite. Regardez dans la zone de chat qui est prévue à cet effet. On les regroupera pour être plus pratique et on verra tout ça en dernière partie. On commence, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va reparler effectivement de l'ABM et de son positionnement et de son choix dans le cadre de stratégie marketing. D'abord, pourquoi choisir de privilégier l'ABM au sens notamment en comparaison avec l'inbound. Vous connaissez peut-être déjà un peu ces visuels qu'on voit effectivement souvent pour illustrer et présenter qu'est-ce que c'est que l'ABM. Donc souvent, les stratégies marketing sont pas toujours très bien ciblées, elles ressemblent un peu à ce chalutier, on racle un peu le fond de la mer et donc on ramène beaucoup de poissons qui sont aussi des mauvais poissons, des coquillages et donc c'est franchement une attitude qui est c'est une tactique qui est plus vraiment d'actualité, c'est celle qui est souvent qualifiée d'unbound parce qu'elle est très agressive dans sa démarche. On a beaucoup parlé ces dernières années d'inbound, qui est de l'inbound marketing, qui est déjà une approche avec beaucoup plus de finesse, d'intelligence, dont l'objectif est d'aller récupérer et d'identifier tout un tas de poissons cohérents en termes de profil, notamment parce qu'il y avait on travaille avec cette notion de persona. L'inconvénient de cette stratégie, c'est que, hélas, elle va remonter beaucoup de profils qui sont plutôt petits, notamment parce qu'en France, le tissu économique est composé beaucoup de petites entreprises et donc statistiquement, vous allez remonter beaucoup de poissons qui seront certes pertinents par rapport à leur ciblage, mais de faible pertinence par rapport au potentiel business. C'est ce qu'on appelle donc l'inbound. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ABM est plutôt dans cette idée de faire de la pêche au gros et d'aller chercher uniquement les gros poissons et de déterminer en amont avec la data, quelles sont les cibles prioritaires en termes d'entreprise. C'est pour ça qu'on appelle de l'account-based marketing. On va d'abord définir des listes, les valider entre sales et marketing, et puis après, simplement partir en conquête à la pêche de ces poissons-là. Donc, juste pour résumer, comparer inbound et ABM, c'est deux entonnoirs qui sont plutôt assez opposés. Dans l'inbound, vous d'abord tentez d'attirer, notamment par une production intensive de contenu, vos prospects, puis vous les passez au filtre parce que vous allez éliminer tous les mauvais poissons et à la fin, il va vous rester effectivement néanmoins quelques poissons avec du vrai potentiel. Alors qu'en ABM, on va d'abord faire ce travail d'identifier le potentiel et uniquement sur ce potentiel-là. Donc, c'est là où on va avoir besoin de techno et d'outils pour mener des campagnes personnalisées et très ciblées et on va ensuite construire une relation dans le temps pour essayer de augmenter le panier
les ventes sur les comptes visés. Juste pour continuer, préciser un petit peu par rapport à l'ABM, il y a 3 typologies de comptes en général que l'on cible parce qu'on pose tout de suite souvent la question combien de comptes on doit cibler. Donc, on appelle ça des tiers. Il y a le tier 1 qui sont en général des quelques comptes stratégiques sur liste qu'on va cibler spécifiquement. Mais là, on va vraiment rentrer en profondeur dans un compte et essayer de tout savoir sur toutes ses filiales et toutes ses activités. Le tier 2, ce sont un peu des catégories de comptes cohérents. Par exemple, ça peut être des codes NAF. Mais on ne va pas prendre tout le code NAF, on va dans cette liste-là aller identifier des top targets, là aussi, notamment par des critères de taille de société, des signaux d'affaires qu'on aura définis au préalable. Et puis le tier 3, c'est vraiment, on est plus dans la programmatique au sens c'est mécanisé via des outils où on va, dans ces mêmes catégories de comptes, élargir au potentiel beaucoup plus large. Je terminerai cette introduction en se disant quelle typologie de compte on va essayer d'adresser. Donc, on va dire qu'il y a ce qu'on appelle le greenfield. Ce sont des comptes chez lesquels vous n'êtes pas du tout et donc vous voulez les attaquer. Ça peut être une nouvelle région géographique, ça peut être des comptes sur lesquels vous n'êtes pas du tout, ça peut être aussi une nouvelle verticale. Il y a aussi ce qu'on appelle les dream comptes. C'est là où effectivement ce à très fort potentiel, on n'est pas du tout, mais on se dit c'est pas normal qu'on n'y soit pas, on a tous les atouts pour les séduire, notre offre, notre organisation, notre présence géographique. Les lookalikes, c'est que vous avez déjà un compte A chez lequel vous êtes et puis il y a son concurrent chez lequel vous n'êtes pas, il n'y a pas de raison que vous ne lui apportiez pas le même niveau de service et de réponse face certainement au même problème qu'il a et donc c'est des lookalikes. Et enfin, le deepening, l'idée c'est de travailler en profondeur dans une liste de comptes, ce qu'on disait tout à l'heure, pour essayer de travailler avec toutes les filiales de ce compte. Voilà pour démarrer en fait rapidement sur la BM. Merci Laurent. Alors je pense que si on est là et si on a choisi ce thème, c'est que globalement, la question est-ce que c'est le bon moment? On a une conviction assez forte et assez simple, Laurent. C'est oui, c'est le bon moment et on va essayer de vous le démontrer. Notamment, Laurent, je pense qu'on peut commencer par un sujet sur la prise de parole des marques. Oui, effectivement, c'est la période qu'on vient de traverser fait qu'on change des choses effectivement dans la manière de communiquer. Donc clairement, les stratégies, comme on les a vues, peu ciblées, plutôt agressives, ne fonctionnent plus. Donc nous, on a constaté dans les évolutions de prise de parole, cette notion de transparence. On a bien vu effectivement tout le mal que peut faire une communication qui n'est pas très claire, qui semble douteuse par rapport à la transparence de l'information, à la vérité, et peut avoir un impact vraiment très négatif sur cette fameuse confiance. Donc, premièrement, la transparence, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui important. Nous, par exemple, on fait même des campagnes où on travaille un peu le backstage, on montre un peu derrière comment ça se passe, on montre la dimension humaine, même lorsqu'on fait de la production, la dimension service qui est ajoutée, qui permet en même temps cette notion de transparence, on peut y associer la notion d'authenticité. Deuxièmement, donc la cohérence. Là aussi, on peut tous se rappeler les problèmes de cohérence en termes de communication. Je vous dis quelque chose un mois et je vous dis l'inverse le mois suivant. Tout ça, c'est très dommageable. Donc, il est important d'être cohérent. La cohérence, elle n'est pas que graphique, elle est aussi surtout sur le ton, sur les promesses. Et donc, la communication, notamment au B2B, où on fait peu de très grosses campagnes avec des gros moyens, avec du grands médias très forts. On va être plutôt sur un fil rouge. Donc, il est important de ne pas changer trop souvent de ton, de charte, parce que sinon les gens sont perdus. Et de toute manière, le mot associé à cohérence pourrait être celui de l'émergence. C'est lorsqu'on est cohérent qu'on peut émerger. Et puis enfin, l'expérience. Je parlerai aussi l'expérience par rapport à lorsqu'on va adresser un message, lorsqu'on va faire cliquer. Il faut que cette expérience, elle soit le plus travaillé possible. Et là encore, en B2B, il faut s'imposer d'aller chercher les codes du B2C
parce que globalement, la personne est la même et elle ne comprendra pas pourquoi on lui envoie un message qui n'est pas ciblé, qui n'est pas pour elle, pourquoi la personnalisation est erronée, pourquoi ça part pas au bon moment parce que la data initiale est pas bonne et pourquoi lorsqu'il clique, il y a une rupture d'expérience, il n'est pas reconnu et donc il doit remplir encore un formulaire. Voilà. Donc tout ça aujourd'hui est important de travailler parce que la période a généré du stress, la période a généré de l'exigence et que les marques B2B doivent se mettre au niveau de ces éléments-là. Et puis, je terminerai tout simplement aussi par de nouvelles contraintes tout simplement sur les budgets et sur les dépenses. Hein. Vous devez y être confronté également. On vous demande de faire plus avec moins ou en tout cas de vérifier l'efficacité de chaque euro investi. Et l'ABM va vous permettre de concentrer l'ensemble de vos moyens sur uniquement des comptes à fort potentiel. Alors, tous les comptes, on n'arrivera pas à les activer, hein, ils vont pas tous se transformer à la fin de la campagne, mais néanmoins, tout ça, c'est des graines que vous semez sur des comptes qui sont potentiellement intéressants et donc il y a 0 euro dépensé sur des contacts non pertinents. C'est ça aussi un des enjeux et des avantages de l'ABM face à cet enjeu de rentabilité qui est une nouvelle contrainte liée à la période ou une contrainte plus forte pour être exact liée à la période. Et donc on pourrait tout de suite aussi ajouter cet élément, Benoît, qui est lié aussi à la performance des emailing parce qu'on voit aussi, et notamment grâce à votre baromètre, des choses assez incroyables sur lesquelles aujourd'hui on ne peut pas lutter et donc il faut s'adapter. Effectivement, parmi les différents services qu'on propose à nos clients, on accompagne chaque année en moyenne 100 à 150 annonceurs dans leurs opérations d'emailing. Donc, c'est essentiellement des opérations d'acquisition B2B, hein, génération de leads, qui passent par du contenu, par de l'événementiel, etc. Et depuis 2014, chaque année, on édite un baromètre qui fait un petit peu l'état des lieux de l'année. On analyse les différentes campagnes, et on sort des stats, des taux moyens, et on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Pour vous donner un ordre de grandeur, chaque année, on analyse entre 1000 et 1500 campagnes, donc multisecteurs et multi-cibles, donc ce qui nous permet d'avoir un peu de recul par rapport à tout ça. Et il y a un truc qui est très clair, si on peut passer la slide d'après, c'est la performance moyenne des campagnes qui ne fait que baisser. Depuis qu'on a créé ce baromètre, on le voit, un des indicateurs clés de performance d'une campagne emailing, c'est clairement le taux d'ouverture, parce que c'est le point de départ de l'histoire. Hein. Si la personne n'ouvre pas son email, il va pas cliquer. S'il clique pas, il va pas rentrer dans votre landing page, il va pas rentrer dans votre tunnel de conversion. Donc, alors évidemment, le taux d'ouverture ne fait pas tout, mais c'est un premier indicateur clé. Et cet indicateur, on le voit sur cette courbe. Je pense que les conclusions sont assez claires. On ne fait que baisser. Alors, une petite coquille dans le doc, hein, c'est la troisième année, c'est pas 2019, c'est 2016 évidemment. Vous voyez bien une tendance baissière très forte sur la performance moyenne des campagnes emailing. Bon, alors évidemment, c'est de la moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui sont nettement en dessous. Puis évidemment, il y a des campagnes qui marchent beaucoup mieux. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est d'essayer de comprendre finalement et d'essayer d'identifier est-ce qu'il y a quelque part dans les campagnes, structurellement, des raisons ou un pattern qui fait que certaines campagnes fonctionnent mieux que d'autres. Alors, on a croisé plein de trucs. On a croisé l'objet, la taille de l'objet, les horaires d'envoi, les jours d'envoi, le secteur d'activité, la pression marketing associée, la réputation de l'annonceur. Mais au final, tout ça, alors ça joue évidemment, mais ça joue plutôt à la marge. L'élément, on va le voir, le clé, c'est pas cela. Néanmoins, quand on essaie de comprendre un peu pourquoi on a cette tendance baissière, nous, on observe trois raisons, trois éléments d'explication. La première, c'est la course à l'armement. Aujourd'hui, en tout cas, nous, on ne croise plus aucun prospect, quasiment ni aucun client qui n'a pas une solution, une plateforme de routage. Liée à une baisse très très forte des coûts de routage, fait qu'aujourd'hui, on a tendance à dire bon, c'est pas grave, ça coûte rien. Allez, j'envoie surtout, je balance. Les solutions de marketing automation également, qui ont généré beaucoup plus de campagnes puisque ça s'automatise. Donc, course à l'armement, beaucoup plus de messages. En parallèle, s'il y a 5 ans, vous aviez un livre blanc, vous faisiez partie des bons élèves. Aujourd'hui, alors on pourrait passer quelques heures à parler du content shock, mais aujourd'hui,
démultiplication des contenus premium, des livres blancs plus ou moins intéressants, mais sur sollicitation des acheteurs. Donc, beaucoup de sollicitations, des acheteurs qui sont un peu saturés, disons-le, et puis aussi une raison technique. On le voit et on l'observe quand on s'intéresse vraiment au sujet du routage, renforcement des dispositifs anti-spam, et donc une difficulté de plus en plus forte à être délivré inbox et pas délivré en spam ou en boîte promotion, etc. C'est vrai surtout sur les grands comptes, c'est vrai surtout sur les comptes les plus intéressants, et globalement, et on le voit, hein, c'est clairement un des effets secondaires du RGPD. Le RGPD, c'est compliqué, c'est machin, mais il y a au moins un truc que les informaticiens ont pris en compte, c'est la sécurisation des plateformes, des plateformes de gestion des courriers, des emails. Donc, on a ces éléments d'explication, mais néanmoins, on voit qu'il y a quand même des campagnes qui fonctionnent mieux que d'autres. Et pour nous, l'explication clé, c'est le ciblage. Alors, le ciblage, ça se traduit notamment par la taille de la cible. Concrètement, si vous faites une campagne de masse, notre point de vue, c'est qu'à partir de à plus de 4000 et encore plus, à plus de 10 000 contacts dans une campagne, en B2B, vous faites de la masse parce que vous allez adresser plusieurs secteurs d'activité, plusieurs fonctions dans l'entreprise, plusieurs tailles, plusieurs zones géographiques, bref, vous n'avez pas une homogénéité de cible, donc vous êtes plutôt dans de la masse. Au contraire, si vous faites de l'ultra-ciblage, alors l'ultra-ciblage pour nous, c'est arriver à moins de 250 contacts, c'est-à-dire vraiment des toutes petites cibles très cohérentes. On augmente de 50% la performance en termes d'ouverture. Et si on regarde le deuxième indicateur clé des campagnes, qui sont les taux de clics, là, c'est encore plus flagrant. Si vous êtes en ultra-ciblage, vous augmentez 80% la performance, votre efficacité. C'est vraiment très, très, très significatif. Donc, pour nous, clairement, aujourd'hui, si vous voulez avancer et améliorer la performance de votre canal d'acquisition, qui reste aujourd'hui quand même un canal clé, celui du mailing, vous n'avez pas le choix, vous devez faire de l'ultra-ciblage. L'ultra-ciblage, c'est clairement une nécessité. Pour autant, parce qu'on l'a déjà vu, ultra ciblé, c'est pas prendre une cible de 5000 personnes et la découper aléatoirement en 20 segments de 250 contacts. Évidemment, c'est pas ça. L'ultra ciblage, c'est être capable de créer des segments homogènes, des unités de secteur, de taille, de fonction, bref, d'enjeux, des personnes à vraiment resserrer. Et finalement, l'ABM, c'est une manière extrêmement concrète et pragmatique parce que vous allez vous adresser à des comptes ciblés, à des choses qui sont pertinentes, et donc vous allez pouvoir, parce que vous êtes sur un nombre réduit de comptes, avec des interlocuteurs bien identifiés, vous allez pouvoir avoir cette approche d'ultra-ciblage. Pour autant, on est bien d'accord, hein, pour faire cet ultra-ciblage, tout faire à la main, ça devient compliqué, et c'est là où, globalement, il y a des enjeux, à la fois sur les outils, et puis à la fois sur ce qu'on peut raconter, parce que ça sert à rien de faire 20 segments si vous racontez exactement la même chose à ces 20 segments. Donc, c'est là où l'expertise d'Arécie peut être intéressante. Merci Benoît. Et effectivement, on va parler maintenant ce qui va avec la pertinence du contenu avec ces ciblages. Hein. Vous l'avez bien compris, on va être dans une logique où on va sortir d'un enjeu de quantité, une quantité de data, une quantité de contenu, pour vraiment passer dans une logique de qualité. Et donc, on va créer ces micro-ciblages et essayer, bien sûr, de leur adresser le bon message. Et donc, leur adresser le bon message, c'est aussi travailler pour leur proposer le bon contenu. Donc là aussi, on va être dans une logique certainement de faire moins de contenu en termes de quantité, hein, mais d'être plutôt dans une logique d'aller chercher de l'excellence dans le contenu, de la pertinence et de l'expertise, et aussi des contenus qu'on va même pouvoir co-construire avec certains prospects, parce que c'est pour eux et pour leur apporter de l'information spécifique qu'on va être le plus pertinent dans l'approche. Donc vraiment aujourd'hui, on est moins dans une notion de quantité, mais vraiment dans une notion aussi de qualité. Juste comme ça aussi pour info, Google est aussi dans cette logique-là. Là, je vais parler pour le référencement et recherche aussi des contenus un peu plus de qualité et un peu plus longs. Le contenu personnalisé, hein, donc on peut intervenir dans cette personnalisation à différents niveaux. Et je vais commencer par le bas.
C'est-à-dire que effectivement, les contenus qui demandent le plus d'efforts de personnalisation sont des contenus qui sont réalisés exclusivement. Ça peut être une étude, ça peut être un e-book co-rédigé pour ce client et pour cette thématique. Puis on va remonter avec un effort qui est de plus en plus léger. Donc, lorsque vous avez par exemple un e-book, on peut imaginer que vous faites des versions différentes avec des témoignages, des invités, des chiffres clés, des focus techniques ou juridiques qui sont exclusivement préparés pour cette catégorie. Donc là aussi, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, tout va dépendre du nombre de segments que vous avez créés, mais vous pouvez néanmoins vous dire qu'à chaque fois, par exemple, l'introduction de ce e-book est vraiment personnalisée à ce segment. Si on veut faire un effort encore plus léger, ben on va juste personnaliser la couverture ou le titre du document, ou mettre une barrette pour segment X ou Y. On a déjà un petit peu dans cet effort-là. Et à minima, ça va être la dernière partie tout en haut, il faut personnaliser ce que nous on a appelé la porte d'entrée. C'est soit l'email que vous envoyez, soit la vignette LinkedIn, parce que si vous ne faites pas un minimum cet effort-là, vous êtes dans un contenu trop générique et donc vous ne créez pas suffisamment d'intérêt et d'étonnement qui va faire que votre objet d'email il est pertinent, que votre bannière est pertinent et donc vous allez d'une manière significative améliorer l'engagement et on l'a vu dans les taux que présentait Benoît, l'ouverture est déjà un élément essentiel. Donc, si vous avez un objet d'email qui est personnalisé en promettant derrière l'e-book qui est le plus personnalisé, vous avez une meilleure performance. Voilà, je précise juste effectivement, attention, il suffit pas de personnaliser que l'objet d'email et puis d'avoir quelque chose qui est totalement décorrélé derrière parce que là, vous avez un effet inverse parce que vous allez être déceptif entre la promesse de personnalisation et ce que vous allez délivrer. Là, on vous montre quelques exemples de ce que nous, on a fait pour Alcatel-Lucent, qui cherche à vendre des standards téléphoniques, je vais le dire comme ça, même si aujourd'hui, c'est des systèmes de communication unifiés avec beaucoup d'intelligence. Et donc, le principe était de se dire, on va pas faire rêver à vendre un standard téléphonique, mais par contre, on peut vraiment montrer qu'on répond à des peines spécifiques liées au métier. Et donc, en fait, ça, c'est des vignettes LinkedIn, mais le fonctionnement est le même lorsqu'on va réaliser un email ou quoi que ce soit. On a vraiment fait en sorte de travailler le discours, la promesse d'une manière verticalisée. Ici, c'était pour la santé. Et donc, on a été chercher des insights, des use cases, je dirais, spécifiques à la santé. La deuxième particularité de cette campagne, c'est qu'en plus, on s'est dit que la personnalisation, on va peut-être pas la faire en mettant un visuel d'une sage-femme ou d'un docteur en blouse blanche parce que par définition sur LinkedIn du professeur, il doit avoir plein de visuels qui ressemblent à ça parce qu'il est targeté par des gens qui cherchent à le cibler et donc on ne va pas émerger. Donc on s'est servi du nom du produit qui s'appelle Rainbow pour faire des visuels qui étaient dans cette idée d'arc-en-ciel. Et cette mécanique-là, on l'a travaillé sur tout un tas de segments, comme disait Benoît tout à l'heure, que tout ça était fait d'une manière très cohérente. Donc, la santé, l'éducation, l'hôtellerie, il y en avait 6-7 comme ça. Et à chaque fois, on a travaillé à identifier 4 use cases, un pain à laquelle le produit pouvait répondre. Donc là, on a vraiment personnalisé la porte d'entrée et il faut le faire le max dans tous les leviers. Donc, LinkedIn, là encore, d'autres sur LinkedIn ou sur Facebook, des carousels où le même produit, il y avait des visuels différents qui correspondaient aux micro-cibles à chaque fois que l'on a adressé. On vend le même casque, c'est des casques de protection, mais à chaque fois, on a fait ce travail de personnaliser ce qu'on appelle la porte d'entrée. Autre exemple ici, là encore, pour LinkedIn, où alors là, on était vraiment sur l'ABM avec un faible nombre de comptes. On était vraiment plus sur des catégories, mais vraiment sur des comptes, où là, on a vraiment mis le logo du prospect qu'on a ciblé. Donc, donc c'est Train Expo qui cherche à louer, vous faire louer ces trains comme des zones d'exposition événementielle. Et donc, on s'est dit, on a réfléchi en ABM en se disant, on a établi une liste de comptes qui avaient tous une forme d'événement comme un anniversaire, ou en tout cas, on a réfléchi à pourquoi ils auraient intérêt d'utiliser Train Expo et on a créé des mécaniques de visuel où à chaque fois il y avait le logo du prospect, il y avait le sujet qui était ici par exemple son anniversaire
Et on a ciblé, alors beaucoup de personnes chez Auchan, hein, beaucoup de personnes chez EDF parce que c'est des grosses sociétés, et pour leur dire, bah, chez EDF, vous allez fêter prochainement vos 75 ans, et si vous utilisiez Train Expo pour organiser une exposition. Et là, par exemple, l'e-book que vous voyez en dessous était non personnalisé. On s'est dit, la vignette est tellement forte et tellement intéressante parce que très personnalisée, elle va créer, et on a eu des très bons taux. Autre exemple encore plus loin de contenu là, qui a été fait vraiment très personnalisé puisque un contenu est égal à un prospect. Donc, carrément, l'e-book a été fait entièrement, uniquement pour un prospect, donc avec les éditions du Cherche Midi, où vraiment il y a eu un document réalisé pour une personne. Donc, c'était une mécanique encore plus loin. Donc là, effectivement, Google Cloud pouvait se permettre ce genre de choses, mais ça demande beaucoup de moyens et de temps. Autre exemple ici d'un contenu qu'on réalise, c'est un client de l'agence, hein, Hyundai Entreprise, donc, qui est donc un constructeur automobile très dynamique dans les motorisations alternatives, hein, qui a une forte développement en France et qui donc cherche à séduire les entreprises. Et donc, la démarche de séduction des entreprises, elle se fait aussi à travers un réseau de distribution. Et donc là, pour pas avoir un discours générique sur la voiture ou un discours générique même sur les flottes auto, il y a eu un travail qui a été fait vraiment de co-construire des contenus avec ses partenaires comme LeasePlan ou ALD, et en faisant des interviews des personnes qui comptent chez ses partenaires pour que la marque soit mieux identifiée, que le partenariat soit mieux valorisé. Donc, on est vraiment dans la réalisation de contenus dédiés qui néanmoins ne nécessitent pas un effort trop important comme on l'a vu dans l'exemple précédent, mais qui a vraiment cette puissance parce que quand vous travaillez chez LeasePlan ou quand vous voyez chez ALD, vous ne dites pas c'est un contenu générique, vous dites vraiment c'est un contenu pour moi qui va me parler et que j'ai intérêt de lire, et donc ça fait rentrer là la marque Hyundai dans le cerveau des collaborateurs de ses partenaires. Voilà quelques exemples. Si on veut encore être plus pertinent, on peut essayer et on doit essayer de mettre en place ce qu'on appelle des capteurs de signaux d'affaires qui vont nous permettre en plus d'associer le bon moment parce qu'il y aura un signal qui va nous dire « go, c'est maintenant qu'il faut prendre la parole ». Oui, exact. Vous connaissez tous le principe du 80-20 qu'on applique sur plein de trucs. En l'occurrence, c'est également quelque chose à avoir en tête dans la manière dont vous adressez à vos prospects, et notamment si c'est des prospects à très fort potentiel. Votre message doit d'abord parler de lui, de votre prospect, avant de parler de vous, même si votre produit est super, avec plein de super fonctionnalités, ou si vous avez une proposition de service qui est super, super, super top, même si vous avez remporté un prix, tout ça, c'est très bien. Mais ce qui va d'abord et avant tout faire réagir votre prospect, c'est lui. Alors, qu'est-ce qu'un signal d'affaires? Qu'est-ce qui peut faire réagir? En fait, un signal d'affaires, c'est ce qui correspond à une actualité forte de l'entreprise ou de votre interlocuteur. Évidemment, pour ça, il faut en amont avoir identifié quelles étaient les entreprises qui vous intéressaient, quels étaient vos prospects, et puis dans ces prospects, quelles étaient les fonctions, les personnes clés. Et c'est ces gens-là que vous allez mettre sur surveillance pour avoir des éléments concrets sur lesquels vous allez pouvoir rebondir. Mais il faut faire attention, on parle vraiment d'actualité forte. L'évolution journalière du cours de bourse, ça n'est pas une actualité forte. Une annonce légale d'une fermeture, d'un transfert de site dans un grand groupe qui compte plus d'une centaine d'entités juridiques, non plus. Par contre, une entreprise qui change de nom, là, pour le coup, ça devient un vrai signal fort, une actualité significative. Très concrètement, l'objectif, c'est de se dire comment je transforme ces signaux externes en opportunité de créer une prise de contact personnalisée et qui part non pas de vous, de votre envie de prospecter cette personne, mais qui part de la situation de votre prospect, sa réalité, et sur lequel vous allez pouvoir rebondir. Alors, pour rendre ça un peu plus concret, parce que c'est vrai que quand on en parle comme ça peut être un petit côté théorique, un petit côté, on voit pas trop de quoi on parle. Je vous propose de partager un petit scénario relationnel qui est assez simple, mais vous allez voir, qui me semble assez parlant. On part d'un premier événement que vous allez pouvoir capter qui est sur un de vos prospects. Mettons par exemple que vous travaillez dans l'univers de l'audit ou du conseil. Vous avez un nouveau DAF qui arrive sur un de vos top 200 comptes clés sur lesquels vous allez décider de mettre en place votre approche ABM. Donc là, vous avez deux cas. Soit son entreprise son entreprise précédente
est déjà client déjà client chez vous, ou au contraire, il travaille avec un concurrent. Quand on travaille en mode ABM et qu'on travaille sur vraiment des top comptes, cette information, vous devez l'avoir, vous l'avez déjà. Surtout si vous êtes dans un univers concurrentiel assez fermé, vous savez qui travaille avec qui. Option 1, son entreprise précédente était déjà cliente. Super. Vous venez de générer un nouvel allié chez votre prospect. Donc là, c'est le moment clé pour enclencher une série de messages de félicitations. Vous allez reconnaître que la personne a une évolution importante dans sa carrière. Vous allez pouvoir mettre en avant votre référence dans son entreprise d'avant. Si vous me parlez d'une entreprise dans laquelle j'ai travaillé plusieurs années, je vais évidemment être beaucoup plus à l'écoute de votre message. Et puis, je vais probablement être intéressé par une proposition d'échange. Mais ça suffit pas parce que si ce DAF vient d'une entreprise qui était cliente, ça veut dire que il est en train de se passer quelque chose chez votre client. Et donc là, c'est le moment de prendre contact avec le N+1 de la personne qui a quitté son job pour resécuriser votre relation avec ce compte. Si on continue le scénario et qu'on va plutôt sur le bas, il travaillait avec un concurrent. Quels sont les outils, les armes que vous avez, le contenu que vous avez en magasin qui va vous permettre de lutter contre votre concurrent? C'est peut-être l'envoi d'un benchmark, peut-être le partage d'un business case qui va vous permettre de dire à cette personne, certes, hier tu travaillais avec un concurrent, mais maintenant que tu as changé de job, c'est peut-être changé de boîte, c'est peut-être le moment de remettre à plat et de considérer une relation professionnelle avec nous plutôt qu'avec la personne avec qui tu avais l'habitude de travailler, c'est-à-dire notre concurrent. Mais une fois de plus, ne vous arrêtez pas là. Si le DAF, mettons DAF de Total, travaillait avec votre concurrent X, maintenant il est chez Carrefour, n'empêche que chez Total, ça y est, ça bouge, vous avez l'opportunité de mettre en danger la concurrence. Donc il va falloir prendre contact avec son remplaçant et lui proposer de travailler avec vous. Donc voilà, alors là c'est vraiment un scénario relationnel assez simple finalement, qui est basé sur un premier signal d'affaires qui est l'arrivée d'un décideur pertinent pour vous sur un compte que vous avez identifié comme un compte à potentiel. Et vous le voyez, on a fait quelque chose d'assez simple, mais on pourrait imaginer de démultiplier ce scénario de manière pas infinie, mais de manière beaucoup plus riche. Alors, quels sont les autres types de signaux qui sont à disposition sur lesquels, en tant que marketeur, vous allez pouvoir vous éclater en imaginant plein de scénarios un peu intelligents. Globalement, il y a deux types de signaux sur lesquels on peut s'appuyer. Le premier signal, le premier paquet, c'est tout ce qui est people-centric, ce qui touche directement la personne. Alors, il y a quelque chose de clé, c'est tout ce qui est promotion, changement d'entreprise. Alors, évidemment, en travaillant chez Nomination, pour nous, c'est un signal qui est majeur. Hein. Quand il y a quelqu'un qui prend un job, surtout un décideur, surtout dans une grosse boîte, on lui dit rarement, écoute, pas de souci, t'as aucun objectif, t'es tranquille, je te garantis ton bonus, on reparle de ton plan d'action et l'atteinte de tes objectifs l'année prochaine. Évidemment que ça se passe pas comme ça. Évidemment qu'un nouveau décideur qui prend son job, il a un challenge, le challenge de réussir son arrivée, sa prise de poste, d'atteindre ses objectifs, de lancer des plans d'action, de faire bouger. Donc, c'est un moment de business important. Mais il n'y a pas que ça, il y a évidemment après tout ce qui est prise de parole. Si vous voulez prospecter un récit, c'est le bon moment parce que vous allez pouvoir profiter de tout ce qu'a raconté Laurent aujourd'hui pour pouvoir ajuster votre approche commerciale auprès d'un récit. Ça peut être aussi un prix, une distinction. Ça peut être alors c'est un peu moins fort, mais une citation dans la presse. Bref, tout ce qui touche la personne en tant que telle va vous permettre de rebondir. Et puis, vous avez un deuxième paquet qui sont plutôt tout ce qui est organisation centrique. En gros, tout ce qui touche l'entreprise. Ça peut être des levées de fonds, de croissance externe. Alors, le contexte qui est le nôtre, ça peut être aussi des entreprises en difficulté. Mais une entreprise qui est en difficulté est aussi une entreprise qui doit bouger, qui doit faire changer des choses. Et peut-être que vous avez la bonne réponse, la bonne proposition de valeur. Bref, vous voyez, il y a plein d'événements, plein de signaux sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Ceci étant, il y a quand même deux postulats hyper importants quand on pense signaux d'affaires et exploitation des signaux d'affaires. Le premier, c'est ne vous attendez pas à avoir 10 000 promotions et changements de poste par an et par entreprise. On est d'accord. Donc, on n'est pas sur du volume, on est vraiment sur une approche de valeur, puisque vous allez avoir pas beaucoup de leads, mais vous allez potentiellement avoir des leads à très forte valeur. Donc, comment on fait pour optimiser leur conversion? Et puis, deuxième élément, votre approche et vos contenus doivent être adaptés à chaque déclencheur. Ça sert à rien
de créer un scénario relationnel basé sur une promotion, sur un changement de poste, si vous n'avez pas en stock, entre guillemets, un message de félicitations, si vous n'avez pas en stock, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, un benchmark qui peut vous permettre de répondre à l'argument, mais j'avais l'habitude de travailler avec un de vos concurrents. Bref, il va falloir évidemment mettre pas mal d'énergie à concevoir ces scénarios relationnels. Pour autant, comme on est sur des choses à faible volume, ce qui peut être très compliqué, c'est de tout faire à la main et de passer un temps infini à paramétrer, à gérer, à envoyer ses mails unitairement. Heureusement, Laurent, aujourd'hui, il y a des outils, il y a des solutions qui permettent d'éviter de faire tout comme ça à la main. Effectivement, on va parler effectivement de ces outils qui permettent de pouvoir répondre un peu à ces objectifs qui sont d'écouter ces signaux et de leur adresser des bons messages au bon moment. Et donc, il faut utiliser des outils. Et effectivement, tu l'as bien dit, il faut trouver le bon équilibre entre qu'est-ce qu'on automatise, qu'est-ce qu'on fait à la main. Il ne faut pas non plus partir dans des usines à gaz compliquées. Et parfois, nous, on dit, pour envoyer 4 emails, bah, faites-le à la main, ça sera plus efficace. Voilà, chaque cas est un peu différent et il faut pas tomber non plus dans la mania des outils trop excessifs. Il faut rester concentré vraiment sur pourquoi je suis légitime à écrire à ce prospect, qu'est-ce que je vais lui proposer. Et donc, il faut, même nous on dit quand on fait des emailing comme ça, qu'on va dans l'hyper-personnalisation, qu'il soit le plus naturel possible. Et je vais vous donner un tips. Souvent, quand on fait des emails, alors peut-être pas de prospection, mais un peu relationnel, j'essaye de les écrire en me disant comment je les taperai sur mon mobile. Pas comme je les taperai sur mon ordinateur, mais comment je les taperai sur mon mobile pour qu'ils aient l'air vraiment le plus naturel possible. Et vous allez vous rendre compte, on n'écrit pas de la même manière sur son mobile parce que bah, c'est un peu plus long et c'est compliqué. Et donc, on introduit moins de formules de politesse, on est plus direct sur les sujets. Voilà. Donc, petit tips, mais on se rend compte que ça participe être un peu plus performant parce qu'on est plus sharp sur qu'est-ce qu'on veut dire, on se délaie moins dans des formulations diverses et variées, ou en tout cas des formulations qui ressemblent tout de suite au marketing. Donc, dans la personnalisation, on va avoir 3 choses. Premièrement, la personnalisation de site web. Hein, donc, il y a des outils comme GetConti, mais il y en a d'autres sur le marché qui permettent de faire ce travail de personnaliser le site web. Hein. C'était ce qu'on a dit au début pour avoir vraiment une expérience digitale parfaite. Donc là, vous voyez l'exemple d'un de nos clients qui s'appelle Hub1 et donc qui travaille avec une dizaine, ce qu'ils appellent des univers, des catégories d'entreprises spécifiques. Et lorsque le code NAF du visiteur appartient à une de ces univers, de ces catégories, et ben en fait, le visuel que vous voyez sur la homepage du site et la petite barrette vous disent, vous êtes un acteur de l'aéroportuaire et si nous faisions qu'un pour vos besoins de télécommunication, mobilité, de cybersécurité. C'est juste le changement de visuel et de cette barrette qui permet quand même de se dire, bah oui, c'est pas la même chose d'être à une grande surface du retail que d'être Air France dans l'aéroportuaire. Et pourtant, pour Hub1, ce sont 2 cibles qui ont tant de valeur. Mais effectivement, si vous êtes au champ, vous vous dites, mais je suis pas Air France, donc les moyens de technologie sont peut-être pas les mêmes. Donc on accélère la légitimité de la marque sur sa réponse dans ses verticales, dans ses verticaux. Deuxièmement, donc les emails. Hein, aujourd'hui, il y a plein de techniques diverses et variées, d'outils qui permettent d'aller plus loin dans la personnalisation. Donc, une fois que vous avez récupéré le signal de nomination qui vous dit, bah tiens, cette personne, il se passe cela à tel moment, et ben derrière, on va pouvoir vraiment pousser des emails. Là encore, donc soit le plus rédigé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va pouvoir injecter bien sûr le nom des personnes. On peut aujourd'hui injecter un logo. On a des mécaniques qui vont injecter les logos. Et donc, quand vous voyez votre logo sur un email, vous dites c'est personnalisé. Et donc, on vous a mis un dernier exemple ici d'une mécanique qui est un peu sympa, on va dire. C'est quand vous voulez, dans un message, dire bah, venez, on va prendre un café et discuter ensemble. On a reproduit ici, vous voyez, les gobelets de Starbucks. Et comme au Starbucks, il y a votre prénom écrit dessus. Et donc, bah, vous dites bah oui, c'est vraiment pour moi. On crée cet étonnement qui, là, va être après l'ouverture, hein, faire en sorte qu'il y a plus d'engagement sur votre email. Et puis enfin, aujourd'hui, on peut encore aller plus loin dans la personnalisation des displays. Donc là, ça va encore un peu plus loin dans les outils. Et en fait, vous y êtes déjà
exposé dans votre vie perso, hein, c'est ce que vous vivez lorsque vous allez sur un site e-commerce. Donc, il y avait ce qu'on appelle le retargeting statique, c'est-à-dire que effectivement, vous allez aller sur un site et on va vous retargeter sur ce site. Mais aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle du retargeting dynamique, c'est qu'on est capable de vous pousser la bannière qui est totalement personnalisée avec éventuellement le produit que vous avez déjà été visité sur le site web, le prix qui est le vôtre parce que dans la base de données, on sait que vous avez le droit à tel tarif, etc., etc. Et donc, il faut des technos aujourd'hui pour pouvoir automatiser cette personnalisation parce que globalement, si on personnalise pas avec ce qu'on a vu, ces micro-segments et le potentiel d'information qu'on a en amont, ben on n'a pas cette légitimité de prise de parole qui fait que ben on va déclencher de l'intérêt et donc on va déclencher de l'efficacité. Et donc, quand on a fait ça dans les campagnes, il va être important de structurer ça sur l'année. Et donc, c'est là où il faut associer les technologies de personnalisation avec la data et bien orchestrer ces données. Oui, en fait, l'enjeu des campagnes ABM, réussir sa première campagne ABM ou tester une première campagne ABM, finalement, avec un peu d'effort, un peu de marketing, on y arrive. Tout l'enjeu, c'est comment j'arrive à avoir une démarche qui soit structurée et qui soit pérenne. Un des challenges pour rendre une démarche ABM un peu pérenne et donc qui puisse générer de l'efficacité dans le temps. On rouvre la parenthèse, hein, si vous prospectez plutôt des comptes à très fort potentiel, il y a de fortes chances ou un fort risque que votre cycle de vente soit plutôt un cycle de vente long. Donc, on n'est pas dans l'acquisition flash, on n'est pas dans l'opération où j'envoie un email, le lendemain, mon sales s'appelle et le jour d'après, j'ai mon bon de commande. On est évidemment dans une approche un peu différente, un peu plus temps long. Donc, pour que votre démarche ABM s'inscrive dans ce temps long, il y a clairement un sujet d'orchestration des données. Orchestration des données, c'est simplement, au final, hein, le mot est un peu complexe, mais ça veut simplement dire être capable de faire parler ces datas internes et de les faire réagir avec ces datas externes. Tout à l'heure, on l'a vu, la data externe, c'était une nomination, l'arrivée d'un nouveau décideur, sauf que cette data externe, si elle n'est pas contextualisée avec votre data à vous, à savoir client, pas client, concurrent, pas concurrent, c'est compliqué de lui donner du sens. Alors, tout peut se faire à la main, mais évidemment, on espère tous avoir quelque chose d'un peu plus intelligent que ça. Donc, comment on fait pour orchestrer sa data interne, sa data externe? Pour nous, clairement, le sujet, hein, c'est le CRM est au centre et c'est lui qui doit finalement orchestrer et mettre en place ces dialogues entre ces différentes briques. On a voulu un peu représenter ça juste pour illustrer le fait que de loin, ça a l'air peut-être très compliqué, mais finalement, on n'a pas besoin d'un stack technologique monstrueux, mais quelques briques bien structurées suffisent finalement à se lancer sur l'ABM. La première brique, alors je parle un peu pour ma paroisse, mais n'empêche que j'en suis vraiment persuadé, c'est la capacité d'avoir des capteurs de données externes. Vous avez une nomination, mais vous en avez plein d'autres, des capteurs qui vont vous permettre sur un compte en particulier, hein, le compte que vous avez sélectionné, le ou les comptes que vous avez sélectionnés dans votre programme ABM, d'avoir cette fameuse actualité, ces mouvements, ces nouveaux contacts, avoir de la data qualifiée qui va vous permettre derrière de bouger. Cette data, évidemment, elle doit arriver dans le CRM. Pourquoi? Parce que c'est dans votre CRM que vous savez si, oui, c'est un compte stratégique, le compte A. Est-ce qu'il est déjà client? Oui, non. Quel est son niveau d'équipement? Le nombre de fois où, finalement, on investit du temps, de l'effort marketing pour essayer de faire acquérir une prestation déjà acquise par un de vos clients, alors que vous avez un étendue des possibles pour faire de l'upsell, du cross-sell. Bref, prendre en compte l'équipement du client, prendre en compte aussi les dernières actions. Ça sert à rien peut-être de déclencher des choses très sophistiquées d'un point de vue ABM si il se trouve que pile poil en ce moment il y a déjà une opportunité ouverte en cours par un de vos sales. Donc là le sujet sera peut-être comment le marketing soutient le sales plutôt que de générer du lead entrant. Bref, comment finalement on construit, on capitalise autour de cette vision client hein, et cette vision client au sens client prospect, hein, compte stratégique. Une fois qu'on a consolidé la donnée interne avec la donnée externe, évidemment, généralement, le CRM ne sait pas très bien structurer ces scénarios relationnels. On peut faire des campagnes d'emailing avec un CRM, mais souvent, c'est assez frustrant. Donc, ce qu'il vous faut là, c'est clairement une plateforme marketing. Alors, quand on dit plateforme marketing, on ne parle pas nécessairement d'une machine de guerre
d'une énorme plateforme de marketing automation capable de générer des dizaines de milliers d'interactions en temps réel. Ça peut être des choses beaucoup plus simples. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions sur le marché qui sont naturellement intégrées au CRM et qui sont assez simples, assez opérationnelles. Donc, votre plateforme marketing, qu'est-ce qu'elle doit être? Elle doit être capable de structurer des scénarios relationnels, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les différentes étapes, les différentes séquences de prise de contact. Et puis, elle doit être capable de générer la diffusion. Alors, la diffusion, à minima, c'est de la diffusion par email, mais on peut aujourd'hui travailler sur plein d'autres canaux de diffusion. Hein. Laurent parlait du display, on peut imaginer du SMS. Alors, on va même parler d'un gros mot, on peut même faire du courrier aujourd'hui. Bref, une plateforme marketing qui va vous permettre de définir vos scénarios et de les diffuser. Ce qui est intéressant avec la plateforme marketing, avec tous les leviers digitaux, c'est que vous allez pouvoir faire du tracking comportemental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous allez envoyer et activer votre prospect, plutôt que de simplement envoyer la bouteille à la mer, fermer les yeux en disant bon la semaine prochaine, mon commercial va rappeler ce prospect parce que je lui ai envoyé un email. Vous allez pouvoir suivre évidemment l'ouverture, les clics, mais aussi la navigation de votre prospect sur votre site. Et vous allez pouvoir comme ça évaluer finalement sa maturité et sa capacité à progresser dans son cycle de vente. Notamment si par exemple vous avez plusieurs types de contenus et que vous les avez classés en fonction du funnel de vente. Est-ce que c'est des contenus plutôt très en amont du cycle de vente, des livres blancs très génériques, ou est-ce qu'au contraire il est en train de consulter votre page tarif ou un benchmark des solutions? Là, vous savez qu'il est beaucoup plus en amont, enfin beaucoup plus avancé, pardon, dans son cycle de vente. Bref, vous allez comme ça pouvoir mettre en place du lead scoring. Et derrière, parce qu'à un moment donné, quand on parle ABM, on parle de grands comptes, on parle de B2B, et aux dernières nouvelles, tout se fait pas en digital et tout se fait pas en mode e-commerce. Vous avez besoin, la plupart du temps, d'activer le sales, d'activer la prise de contact humaine. Tout l'enjeu étant évidemment d'avoir suffisamment bien préparé le terrain pour qu'au moment où vous enclenchez, vous lancez votre sales à l'attaque, entre guillemets, de ce prospect à fort potentiel, il maximise ses chances de transformation. Donc, voilà un petit peu, relativement simplement, comment avec 2-3 briques techno, on peut assez facilement déployer une approche ABM sans forcément se lancer dans des investissements IT démesurés. Merci Benoît. On arrive à la fin de ce webinaire. On va répondre à quelques questions et on remercie d'ores et déjà. On va répondre aux questions de Nathalie Danel, qu'on remercie, hein, qui nous pose des questions notamment. Alors, je vais prendre une première question sur LinkedIn. Est-ce que les carousels sont pertinents en France sur une cible spéciale? Donc, je peux répondre parce qu'effectivement, nous avons un expert LinkedIn à l'agence, hein, qui est capable d'intervenir sur toutes les dimensions de LinkedIn. Nous, on utilise beaucoup les carousels. Il n'y a pas de raison que le carrousel marche mieux ou moins bien, au sens où le ROI soit moins bon parce que le modèle économique est le même. Sauf qu'effectivement, il va créer un peu plus d'engagement. Donc là, il y a une notion de ciblage qui est importante parce que comme LinkedIn était au CPC, si vous avez un super visuel et que vous avez des clics, il faut vraiment que ces clics soient bons, hein, parce que chaque clic a un coût. Moi, ce que je recommande surtout au-delà du carrousel, c'est d'y associer le lead gen form, qui est un formatif intégré dans LinkedIn, qui va, lui, avoir vraiment un taux de conversion supérieur. Donc, merci Nathalie pour cette première question. Je vais en prendre une deuxième de Cécile Masset. Le co-branding est une idée excellente. Donc, effectivement, merci de ce commentaire. Vous l'avez vu, donc on est toujours à la recherche un peu d'alibis. Ces signaux sont des alibis. Donc, dès qu'on va pouvoir trouver des bonnes idées pour créer une histoire avec les prospects, on va créer un intérêt. Donc, le co-branding peut être, comme on l'a vu sur le cas de Hyundai, faire des articles spécifiques avec les marques. Ça peut être rajouter le logo. Toutes ces mécaniques font en sorte que on déclenche de l'intérêt. Une autre question de Nathalie Danel. L'ABM est une approche sales et marketing beaucoup plus forte. Alors, plus forte dans les dimensions de la valeur, plus que le volume. Est-ce que tu veux préciser quelque chose, Benoît, peut-être?
En fait, le sujet majeur, hein, c'est faire en sorte que le marketing ne se trompe pas de cible. Et nous, en tant que marketeurs, il faut être suffisamment humble pour reconnaître que la vision segment, la vision assez classique où je fais mon segment, enfin ma segmentation sur 2 axes, un secteur d'activité, taille de boîte, et puis je fais mes petits camemberts. C'est bien, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et clairement, pour que votre programme ABM fonctionne, il faut déjà et avant tout que vous soyez aligné et OK avec vos sales sur quels sont les comptes qu'on va adresser. Et c'est pas aussi évident que ça parce que à cette question, on a des fois des réponses puisqu'on accompagne des clients dans cette démarche justement d'identification de périmètre. On a des sales qui disent moi ce que je veux c'est le groupe Bouygues. Pas de souci. Mais le groupe Bouygues, c'est, allez, on va dire, une 60aine d'entités un peu intéressantes. Sauf que dans le groupe Bouygues, vous avez, par exemple, une filiale de TF1 qui s'appelle aufeminin.com. Et puis, vous avez également une filiale de Colas qui est spécialisée dans la fonderie. Vous voyez que même si les 2 entités appartiennent au même groupe, est-ce que vous voulez vraiment adresser ces 2 comptes? Est-ce que vous allez vraiment leur raconter la même chose? Je suis pas sûr. Donc, travail de qualification, d'identification des comptes, qui est un élément hyper important de ces programmes ABM. Et à ce titre-là, ça renforce évidemment l'alignement nécessaire entre l'approche marketing et puis la transformation commerciale. Donc moi, je peux témoigner, hein, c'est toujours une étape longue et compliquée hein, lorsqu'on arrive et qu'on dit quelles sont les cibles que vous voulez attaquer. On n'a jamais des réponses très claires, on s'était jamais vraiment posé cette question. Donc ça demande du temps, effectivement, de préparation, de remise à plat de certaines convictions, de coordination. C'est là où récit et nomination peuvent vous aider à la fois pour aider à la conversation, à la fois à enlever des idées reçues parce que chez nomination, vous avez l'ensemble de la data d'une manière exhaustive et donc parfois certaines croyances sont totalement erronées. Et donc, ça permet, et c'est là où déjà il y a une certaine forme d'efficacité de l'ABM, de faire en sorte d'aligner, ce qu'on appelle l'alignement sales et marketing, que les équipes se réunissent, se mettent à dialoguer pour attaquer les comptes avec un objectif aligné. Une question de Nicolas Damécourt qui nous demande est-ce que la mise en place d'un programme ABM n'est pas trop chronophage? Oui, c'est certainement plus chronophage que de lancer un gros filet et de se dire on verra bien ce qu'on ramène, mais c'est surtout le ROI final qui est meilleur. Donc c'est pour ça qu'il faut, je dirais, trouver le juste équilibre. Et ce qu'on a dit, on a essayé d'être très pragmatique dans cette présentation. Donc ça sert à rien de partir dans un sur-outillage technologique. Vous allez passer des mois et des mois à y arriver. On peut faire vraiment des quick wins en ABM. On peut vraiment commencer par des petites choses très ciblées, voire à la main. Et puis, à fur et à mesure, on se structure, on regarde comment ça réagit. C'est pas bon du premier coup. On retravaille avec nomination pour reprendre des sous-segments. Voilà ma vision, en fait, de comment on peut démarrer. Benoît, peut-être? En fait, l'ABM, c'est une manière assez sympa d'essayer d'appliquer les principes d'agilité à la mise en place d'actions marketing. Vous avez 2 approches, l'approche du fameux cycle en V où vous mettez une cible qui est je veux tout automatiser, vous rentrez dans un tunnel où avec votre IT vous mettez un temps infini à déployer des grosses machines de guerre et puis à la fin vous vous rendez compte que c'est pas forcément la bonne. L'ABM pour moi c'est vraiment une approche très agile. On définit un premier segment, on définit un premier message, on le teste, ça fonctionne pas. On fait un premier scénario relationnel peut-être à 2 étapes et on voit ce qui se passe. Clairement, l'objectif, c'est pas de remplacer tout ce que vous faites en marketing aujourd'hui, mais c'est rajouter finalement un étage qui est aujourd'hui, je pense qu'on a tous un enjeu de génération de leads en tant que marketeur. On y répond d'abord et avant tout en volume, on bâtonne, c'est un peu bête, mais je pense qu'on en est tous encore un peu là. Et en parallèle, on nous demande maintenant, je pense de plus en plus, et il y en a aussi des baromètres qui nous montrent, que le marketing devient game player en termes d'objectifs de chiffres. Donc, pour faire plus de chiffres, quand on peut pas démultiplier le nombre de clients, il faut augmenter leur valeur. Donc, l'approche ABM, c'est peut-être la bonne manière d'adresser un enjeu qui est un enjeu qu'on entend souvent, qui est « Ok, j'ai des leads, maintenant comment je fais pour avoir des meilleurs leads ?» Pour avoir des meilleurs leads, il faut peut-être commencer par quelques segments à potentiel
quelques scénarios, quelques actions. Et en vrai, on peut être opérationnel assez vite si on accepte d'être dans cette démarche un peu de test and learn. Et toujours une question de Nicolas Damécourt pour toi, Benoît. J'imagine que l'enrichissement et l'actualisation de la data du CRM est essentiel. Alors effectivement, quand vous adressez à quelqu'un et que vous dites cher Pierre en tant que DAF de Carrefour, mais il se trouve qu'il ne s'appelle pas Pierre, il n'est pas DAF, il ne travaille pas chez Carrefour. C'est beaucoup, enfin, l'ABM, hein, une fois de plus, on met pas mal d'énergie à faire des choses un peu plus sophistiquées, des approches un peu plus personnalisées, mais si la data, le socle n'est pas la bonne, bah, moi, quand je reçois des messages avec des personnalisations où on m'appelle Martin, où on me dit chère madame, ça a tendance un peu à bloquer l'efficacité des actions, et même si le message derrière, même si le contenu est intéressant, la mauvaise personnalisation, c'est ce qu'il y a de pire. Donc oui, évidemment, enrichissement, actualisation du CRM, c'est un prérequis, mais c'est un prérequis pas que pour de la BM, hein. Normalement, c'est un prérequis pour toute action marketing. Toujours une question sur la data de Jean-Yves Lépine. Le RGPD est-il nature à limiter les possibilités de l'ABM, Benoît? Alors, heureusement, non, puisque le RGPD, on en fait c'est beaucoup de choses, mais si on a un truc à retenir, c'est en B2B, vous avez le droit d'envoyer un email à qui vous voulez, dans la mesure où votre email est cohérent et pertinent par rapport au métier de la personne dans son entreprise. Donc, une fois de plus, hein, si vous êtes, je sais pas si vous vendez des solutions de SIRH et que vous contactez la directrice de la communication externe pour lui en parler, vous n'êtes pas très légitime. Par contre, si vous vous adressez au DSI, si vous vous adressez à la DRH, il n'y a aucun souci pour faire de la prospection par email, par téléphone, par tout ce que vous voulez. Donc, le RGPD ne bloque pas. Le RGPD, c'est quelques contraintes, mais c'est surtout une notion de bon sens qui consiste à être propre et intelligent avec sa donnée et d'éviter un comportement un peu de spammer. Je vais répondre à une question de Jean-Charles Malesson. Quel est votre feedback ABM versus le présentiel, les foires, événements et salons? Donc, effectivement, merci de cette question. Donc, on peut effectivement dire que exposer à une foire, à un événement, à un salon n'est plus du tout pertinent dans une logique ABM. Parce qu'effectivement, vous allez payer pour un nombre de visiteurs et 90% de ces visiteurs ne seront peut-être pas dans cette cible ABM. Donc, il y a peut-être d'autres formats, d'autres formules pour participer à un de ces événements. Je vais vous donner un tips encore. Par exemple, ne prenez pas un stand, mais louez un espace dans un salon, dans un lounge, par exemple. Aujourd'hui, il y a souvent des packages dans les salons qui correspondent à ça. Et vous allez non pas exposer, mais organiser des rencontres avec vos prospects en leur proposant d'échanger avec un expert sur une thématique, en faisant soit des tout petits groupes, soit voire même du one-to-one, mais pas dans une logique d'exposition. Voilà, parce que globalement, vous ne voulez pas être pollué par des visiteurs qui ne sont pas dans votre liste, mais vous voulez montrer que vous êtes légitime sur ce salon-là, qui est le salon de référence de votre profession. Voilà comment nous, chez Arecy, on se positionne par rapport à ces grandes foires que sont ces salons incontournables du B2B. Je vais répondre aussi à une question de François Vallée sur quelques noms de plateformes marketing à recommander. Alors, je ne veux pas prendre le sujet par l'angle de l'outil, hein, parce que souvent, c'est se lancer dans des projets très lourds, très compliqués, qui vont remettre en place des choses et qui vont demander de très longs mois. Donc, pourquoi pas effectivement qui est là aux États-Unis, mais qui ne pourra pas répondre à toutes vos exigences parce qu'il y a un vrai problème de territoire, d'adresse IP, de data, etc. Et ça, c'est pas encore totalement mondialisé. Mais néanmoins, allez regarder du côté du Demandbase où il y a quand même beaucoup d'informations liées à l'ABM. Mais après, moi, ma reco, c'est souvent les outils que vous avez déjà peuvent être très performants pour faire de l'ABM, ou en tout cas un premier niveau qui va vous permettre d'essayer, de vérifier, de retester. Et puis quand tout ça fonctionnera, il sera temps de se poser un peu la question qu'est-ce qu'il faut éliminer dans les outils, qu'est-ce qu'il faut remplacer, parce que l'outil n'est qu'un moyen et n'est pas un objectif en tant que tel. Est-ce que Benoît peut-être peut préciser quelque chose?
Oui, d'autant plus que nous, on voit avec effroi un nombre de grands comptes équipés avec des solutions de marketing automation particulièrement onéreuses qui ont nécessité des temps significativement longs de déploiement, etc., qui au final sont utilisés comme de simples plateformes de routage, parce que pendant tout le temps où on a investi dans l'outil, on a bossé à brancher les tuyaux, on s'est pas posé la question des scénarios, on s'est pas posé la question de je parle à qui, je leur raconte quoi, j'ai quel contenu. Et au final, si c'est pour faire des campagnes de mass mailing, marketing automation, ça ne sert pas à grand-chose. Donc oui, aujourd'hui, 90% des plateformes les plus simples ont des premières fonctionnalités permettant de générer des scénarios. Alors, vous n'allez pas faire des scénarios énormes, mais déjà, essayez d'imaginer des scénarios qui sont pertinents pour votre cible et par rapport à ce que vous voulez leur raconter et par rapport au contenu que vous avez. Si vous arrivez à faire des scénarios à plus de 3 ou 4 branches et 4-5 étapes, c'est que vous avez déjà énormément de choses. Et en fait, ces scénarios à 3-4 branches sont à peu près gérables sur n'importe quelle plateforme d'emailing standard, y compris les moins chères, y compris des plateformes qui sont très, très basiques. Bref, clairement, c'est pas utilisez d'abord vos outils avant de vouloir faire autre chose. Et on prend une dernière question avant de conclure de Nathalie Danel sur les KPI pertinents pour une campagne ABM, car c'est une action moyen-longue durée. Donc moi, pour faire simple, je vous en propose 2. Premier KPI, c'est dans votre liste d'entreprises, combien sont venus un minimum une fois sur votre site. Et donc, il y a des outils qui vont vous permettre, notamment par l'IP tracking, de pouvoir dire, bah oui, telle compagnie est bienvenue au moins sur mon site. Et puis, le deuxième, qui est quand même un peu un KPI important, donc ça va être un pourcentage, un peu le premier, c'est effectivement le niveau d'engagement. Et donc, c'est là où on va pouvoir travailler sur le scoring et de se dire que grâce à mon action d'ABM, ces comptes-là ont monté en scoring grâce aux actions. Voilà, on peut en discuter pendant des heures et on vous remercie de votre attention. On va juste conclure un peu avec ces 3 convictions. C'est que oui, c'est le moment de changer d'angle et de passer plutôt à l'ABM avec cette exigence qui est la personnalisation des campagnes par les segments et aussi par les contenus en travaillant d'ores et déjà la personnalisation de vos contenus, premier point. Deuxième point, Benoît, la data. Clairement, la personnalisation, quand vous racontez pas la belle histoire, ça sert à rien. Si vous appelez Laurent, si vous l'appelez Mademoiselle, vous arriverez jamais à le faire réagir positivement à un email, quelle que soit la pertinence du contenu. Donc, la data, en tout cas, la bonne data est un élément clé pour faire de la personnalisation et du ciblage. Ça, c'est une évidence. Et puis, pensez aux outils sans faire de la surconsommation d'outils parce qu'ils permettent de faire cette personnalisation. Voilà nos contacts et on est à votre disposition. Vous nous trouverez aussi sur LinkedIn. On va terminer en vous donnant des prochains rendez-vous. Donc, jeudi 18 juin prochain, on vous donne rendez-vous en digital et puis aussi à Paris 1er dans notre espace événementiel Le Cube où tout en faisant attention au nombre de personnes, on vous accueille à nouveau en présentiel. Donc jeudi 18 juin prochain pour parler marketing relationnel et expérience digitale. Et avec Benoît, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour continuer cette découverte de l'ABM. Et là, on va vous aider on va répondre à la question du contenu, du contact au contenu, comment identifier les cibles et leur adresser un contenu personnalisé. Et surtout, on va prendre un de nos clients en commun et on va prendre du début jusqu'à la fin toutes les étapes pour la mise en place de l'ABM. Donc, si ce premier webinaire vous a intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Dans 15 jours, on tiendra le planning de la même manière en essayant de faire quelque chose de dynamique et de très concret pour vous. On vous remercie tous les deux. Merci beaucoup. Merci Laurent de m'avoir accueilli et merci à tout le monde. Et on termine par une petite vidéo et à très vite. Alors, au revoir.
We gon' stop, yo. Yeah, 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 yeah.